Bah, merci pour ce moment, si je puis. En Bon, plus, c'est tout à fait dans le Le thème. parasite en Nicolas Sarkozy aussi, c'est pas mal. bon, on va Dans la reprendre. remarche, on passe la salade. Donc, je vous propose de passer à un sujet un peu plus triste après cette bonne franche rigolade, histoire de, ouais, c'était histoire de se détendre un peu, avant de passer au truc le plus important du chapitre, c'est bien Allez. sûr Annecy. Bah du coup, moi je propose que ce soit Annecy qui ouvre un peu le bal parce que déjà par homonyme et parce que tu as quand même produit quelques vidéos sur le personnage. Donc voilà, on aimerait bien que ton avis sur le chapitre, sur Annecy en général, etc. Vous avez, enfin, au début, j'avais dit qu'il y avait une petite accélération au niveau du rythme. Autant il y a eu ce petit bémol, je sais pas si vous pouvez appeler ça un bémol, mais à propos de la réapparition de Franck qui a l'air un peu gratuit. Autant tout ce qui a été fait sur Annecy dans ce chapitre, je l'ai trouvé impeccable. Je l'ai trouvé franchement super bien foutu, super bien pensé, super bien écrit. Que ce soit dans la forme, que ce soit dans les répliques, que ce soit aussi dans les événements, et dans la cohérence avec le personnage qu'Isayama a construit depuis... quand est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue selon que vous êtes selon l'anime ou le manga, elle est quasiment apparue dans le premier épisode. C'est d'une cohérence impeccable, ça conclut bien le personnage et ça me montre bien justement en fait que Hansi a moyen de monter le son de Hansi. Est-ce que moi je c'est fait? Ah bah écoute, parfait, merci. Bah c'est vraiment en fait pour montrer justement que Hansi elle incarnait en fait les valeurs du bataillon d'exploration. Je m'explique rapidement là-dessus. Euh, le bataillon Oui, oui, d'exploration, pardon, excuse-moi, j'avais pas mon ouais, micro. Vas-y, lâche-toi, ouais, lâche-toi. peut-être pas non plus, mais je vais aller rapidement, puis après vous laisser un peu commenter. Le bataillon d'exploration, il y avait trois personnages, franchement, qui le représentaient. Bah, c'était Erwin, Levi et Hansi. Je sais pas si vous vous souvenez de la première rencontre la deuxième rencontre entre Eren et Hansi. Hansi lui apparaît vraiment comme une marginale, comme une personne en décalage de toute norme de la société, mais qui est avide de changement. Il me semble que c'est le terme exact qu'il utilise dans la traduction officielle française, c'est marginal avide de changement. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va symboliser tout le bataillon d'exploration. C'est-à-dire que, avides de changement, ils ne veulent pas rester derrière un mur, et marginaux parce qu'ils sont capables de faire des choses que personne en fait n'est capable de faire. Ça reprend un petit peu le discours qu'avait tenu Annie face à Marlowe entre les marginaux, les têtes brûlées, qui s'engagent dans le bataillon d'exploration, et puis les personnes normales qui ont le droit d'avoir peur en fait. Le bataillon d'exploration, c'était les personnes qui se battaient pour les gens normales. Donc, parce que normal au pluriel c'est féminin. Euh, et donc, en fait, après coup, on a appris un peu à connaître ces personnages. On a appris à connaître Erwin, notamment, donc qui était censé symboliser le bataillon d'exploration, mais vis-à-vis de qui on a eu de plus en plus de doutes, en fait, au fur et à mesure qu'on progressait, et, euh, et notamment des doutes sur sa motivation. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est pensé par Isayama pour ne jamais être levé. On ne saura jamais si Erwin était totalement dévoué à l'humanité ou s'il avait un côté égoïste qui motivait justement les fois où il envoyait des tas de soldats à la mort. À partir du moment où Levi laisse cette ambiguïté, c'est pour finalement faire accepter les faiblesses humaines, même chez les figures de guide, les figures absolues en fait. Levi à côté, lui, c'est une autre figure absolue dans le sens que il est le personnage le plus fort du manga, c'est le soldat le plus fort de l'humanité. Et en fait, à partir de là, il joue pas dans la même cour que nous. C'est-à-dire que euh, là où le Titan Bestial nous était présenté comme le boss final entre les tomes 9 et tomes 16-17, Levi arrive et lui le one-shot pratiquement. Et ensuite, Levi là-bas aussi une trentaine de titans en un seul chapitre.
justement au moment de la bataille de Shinganshina. Donc Levi, il n'est pas de notre niveau. Levi, c'est encore une figure de l'absolu, justement grâce à sa force surhumaine. Et la troisième personne qui symbolise justement le bataillon d'exploration, c'est Hansi. Et Hansi, en fait, alors, est-ce qu'on peut la mettre en opposition à Erwin ou alors dire que c'est un prolongement? Hansi, c'est le personnage qui croyait le plus, avec le plus de passion et de spontanéité, aux valeurs du bataillon d'exploration. Et en fait, donc je sais pas si vous avez vu le live du chef de cet après-midi, il dit que quand elle s'est, dans ce chapitre-là, elle a fui. Et en fait, pour moi, c'est l'inverse, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que Hansi, elle a vécu depuis le chapitre 85 avec le fardeau d'être major du bataillon d'exploration. C'est-à-dire qu'elle devait pousser les gens à croire en fait aux valeurs qu'elle-même aurait suivies absolument jusqu'à la fin, comme elle l'a fait en fait. Le problème, c'est qu'on arrive aussi, le manga, qu'est-ce qu'il a connu au chapitre 84, 85, avec l'ouverture de la cave, c'est un véritable renversement. C'est-à-dire que toutes les valeurs que l'on pensait acquises avec le bataillon d'exploration, notamment dans la première partie du manga, à partir du moment où on ouvre la cave, elles ont été totalement renversées. On a vu tout ce qu'on pensait savoir ne tenait plus debout. Et en fait, ainsi, elle s'est retrouvée sur des valeurs, à défendre des valeurs qui n'avaient plus lieu d'être à une époque où justement le bataillon d'exploration devenait désuet. C'est aussi pour ça en fait que elle a primé, elle a vraiment galéré pendant qu'elle était majeure, c'est-à-dire qu'elle avait une vision qui aurait pu se faire avec du temps, ça c'est quelque chose auquel on pourra revenir tout à l'heure, mais elle avait une vision qui ne s'appliquait pas aussi facilement que face à des titans. Et en fait, une vision que des hommes semblaient ne pas vouloir. À partir du moment où Eren devient un danger pour l'humanité tout entière, ainsi finalement on retrouve sa valeur, enfin on retrouve un sens à sa vie, dans le sens que à nouveau l'humanité est menacée par des titans et à nouveau le bataillon d'exploration le bataillon d'exploration a un sens, a une raison d'exister. Et c'est pour ça aussi que Hansi, donc, qui représente le bataillon en tant que major, se sacrifie dans un chapitre qui s'appelle Les ailes de la liberté. C'est parce que c'est vraiment l'acte par excellence du soldat modèle du bataillon d'exploration. C'est aussi pour ça qu'Hansi, on n'a pas son flashback, enfin on n'a pas de flashback sur elle, on n'a aucune information sur son passé, c'est parce qu'elle n'existe pas en dehors du bataillon d'exploration en fait. Elle est vraiment corps et âme consacrée au bataillon d'exploration, et ça explique sa mort, ça explique la manière dont elle est morte. Je sais pas si vous avez été aussi choqués quand vous avez vu les spoilers ou si ou si c'est juste moi, mais franchement, d'apprendre avec les tweets qu'elle avait d'abord été brûlée vive, tuée, écrasée, ça m'avait fait un coup tellement c'était violent. Et en fait, quand on regarde le chapitre, la violence est très épurée. En fait, ce qui ressort, c'est la manière dont Hansi se consume dans sa cause. Et à la fin, en fait, son corps disparaît presque. On la voit qui tombe, elle est en flammes, et la page suivante, on la voit qui réapparaît dans la trace d'un titan colossal, comme si justement elle était. Enfin, ce qui nous fait suggérer qu'elle a été écrasée, mais on n'a pas de corps, on n'a rien qui reste à part un souvenir en fait. Et c'est aussi ça qui était intéressant par rapport à ce que vous disiez sur Frog tout à l'heure, comme il ne restait plus rien de lui. Lui, il ne reste plus rien, il a été oublié de tous. Ainsi, elle, elle est passée de l'état de soldat qui se bat corps et âme à l'état de souvenir qui arrive justement parmi ses camarades tombés et qui les regardait comme on l'a vu plusieurs fois. Donc Hansi, elle est devenue, elle s'est incarnée en un souvenir qui va justement pousser, pousser le bataillon à continuer, et c'est aussi ce à quoi se référait Levi quand il dit veille sur nous, ou alors regarde-nous, ça dépend des traductions, dans le sens que Hansi en fait, à présent, elle rejoint les camarades qui la regardent, et elle est redevenue quelqu'un qui... elle a, par sa mort en fait, elle a atteint l'essence même de son être. Voilà, je sais pas si c'était à peu près clair.
Non, c'était vraiment très très clair et absolument passionnant. Merci pour ton analyse. C'est cool. Hipstery, t'as envie de dire quelque chose? Non, je voulais... Ok. Anakin, t'avais une petite analyse à nous faire justement sur les adieux entre Levi et Hansi. Du coup, je pense que tu vas pouvoir rajouter des éléments, je pense. Tu veux bien? Alors, ouais, alors ce sera sûrement moins passionnant. Euh, alors, sur la page où Divide dit à Hansi, donne ton cœur. Donc, cette page, on va prendre, je sais pas si on peut l'afficher sur le live, mais j'aimerais bien l'analyser dans le sens où il y a 3 lignes de cases, donc J'essaie de trouver trois ça. lignes sur la planche, qui sont très intéressantes parce que au-delà des figures dont parlait Anti, il y a les personnes, les humains derrière. L'humain Levi et l'humain Anti. Et cette page qui est leur adieu physique représente aussi la fin de leur relation, leur relation physique. Et c'est très intéressant parce que, en fait, à ce moment-là, on voit Levi il y a une espèce de plan qui se rapproche au fur et à mesure de son œil, et on voit déjà d'une que son œil n'a aucune lumière, ce qui est une technique utilisée par les mangaka pour faire ressentir le vide. Et sur la case juste après, on voit, on voit pas son visage en fait. Il y a que Anti qui voit son visage. Et à ce moment-là, juste après, on a un plan serré sur son œil qui s'ouvre comme si elle avait compris quelque chose. À ce moment-là, j'ai l'impression que Anti réalise réellement, en plus du fait que Levi soit réellement attaché à elle, ce qu'il perd. Parce qu'en fait, après ça, Levi sera tout seul. Certes, il est à la 104e brigade, mais ses amis avec qui il a vraiment une relation particulière, donc Mike, Erwin, Hansi, etc., sont morts, sont tous morts. Il est le dernier représentant de l'ancien bataillon, on va dire, des vétérans en tout cas. Et à ce moment-là, c'est intéressant, parce que Hansi, on a un plan juste après sur sa bouche, et en tout cas, ça c'est une interprétation, mais j'ai l'impression que, vous savez, quand on a envie de pleurer, des fois, on a la bouche qui part un peu vers le bas, et j'ai l'impression, parce que juste après cette case, en fait, on la voit rigoler et prendre ça un peu en dérision, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle avait un peu envie de, pas de pleurer, mais plutôt elle se sentait mal, parce qu'elle se disait, elle comprenait réellement ce qui se passait. Tandis que quelqu'un de très intelligent, elle savait déjà que Levi souffrait énormément de tout ce qui se passait, de toutes les pertes qu'il endurait, surtout que faut quand même rappeler qu'il a tué ses propres camarades il y a peut-être 10 ou 15 chapitres. C'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que je voulais rajouter par-dessus aussi? Oui, aussi le fait que Levi, ce soit lui qui mette son poing sur le cœur d'Anti. J'ai l'impression que ça lui rappelle un peu les valeurs du bataillon. J'ai l'impression que ça le renvoie dans le passé, en fait, quelque part. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a un peu, entre guillemets, le spectre d'Erwin. C'est quand même Erwin qui dit. Enfin, moi, j'ai l'image, en tout cas, dans ma tête, qui revient d'Erwin sur son cheval et qui dit donnez votre cœur, etc. Et voilà, donc, bon, j'ai fait l'analyse en speed, mais je la trouve assez. Enfin, je trouve que cette planche est super intéressante et en même temps super triste. Parce que c'est pas tant la mort d'Anti qui m'a vraiment rendu triste, parce que à la fin, elle retrouve Erwin. Elle retrouve, entre guillemets, hein, elle retrouve Mike, etc., etc. Mais derrière, on a Levi, qui est tout seul, qui a vu son ami mourir, enfin, c'est un peu ce qu'il reste, en fait. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire juste après. Voilà. Mais voilà, je trouve ça intéressant. C'est la dernière planche où on les voit tous les deux et il se passe ça. Ça en dit beaucoup, je trouve, sur le personnage de Levi qui en mange plein dans sa gueule. Et voilà. Voilà. Alors, on pourrait rajouter aussi, ça annule pas du tout ce que tu as dit, au contraire, ça surajoute. Le gros plan sur la bouche fermée, c'est aussi que, en fait, il n'y a pas besoin de mots. En fait, les mots sont peut-être totalement impuissants pour décrire ce qu'elle ressent et ce qu'elle a envie de dire. Et du coup, justement, l'œil, ça va plutôt être vers ça, vers le regard vers l'autre, qui va permettre cette communication d'un truc qui est indicible entre les deux. Je pense qu'on peut ajouter ça à ton analyse Ouais.
qui était très intéressante. Merci beaucoup. Surtout que, juste, je viens de remarquer aussi que si on regarde bien, sur les deux cases, on voit l'œil de Levi et l'œil d'Annecy. Il y a une grosse opposition parce que d'un côté, on a la case de Levi qui est à gauche, il a l'œil vide qui traduit une émotion ultra triste, et à droite, on a l'œil d'Annecy qui est tout. Enfin, là, les pupilles, vraiment, on voit tout, et elle est à droite. Enfin, je trouve qu'il y a une petite opposition, et voilà, je veux juste le souligner. Il y a X Kuruno là, qui rajoute ça, je le dis maintenant parce que c'est intéressant, il dit « Quand Levi dit Shizo wo Sasageyo », c'est écrit en 2 bulles qui voudrait dire qu'il fait une pause dans sa phrase, et beaucoup disent que c'est pour sentir une dernière fois le cœur d'Annecy qui bat. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a ces 2 bulles qui sont séparées, comme si, avec les 3 petits points, comme si il y avait une forme de pause dans ce qu'il dit, comme s'il hésitait, comme si il avait du mal à le dire. Et ça, c'est très intéressant. Mais de toute façon, cette scène, c'est sûrement une des plus belles scènes du manga qu'on ait vues depuis longtemps. Je trouve, en tout cas, elle est très très chargée en émotions. En tout cas, et très délicate et très pudique finalement dans ce qu'elle montre. Eren, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, le fameux Shinzo wo Sasageyo, c'est la première fois que Levi le dit en fait. Et déjà, c'est la toute première fois qu'on entend Levi le dire. Donc déjà, quand ça va passer en animé, ça va être d'un magnifique. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont pleurer. Et puis, moi, je l'interprète plutôt comme un message que Levi dit à Annecy, vas-y, dévoue-toi pour l'humanité, bats-toi pour la cause. Et quelque part, il accepte de dire au revoir à son ami et il lui rend hommage comme ça de la meilleure des façons en disant cette phrase que Levi n'a jamais dit, ou en tout cas qu'on n'a jamais vu Levi dire. Et j'ai l'impression que c'est sa manière de lui dire adieu, et je trouve ça vraiment très beau en fait. Alors, il y a Anti qui veut rajouter quelque chose par rapport à tout à l'heure. Bah, en continuité de ce qu'ont dit Eren et Anakin, dans le sens que le salut sur le cœur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est Charbis qui l'explique au début, c'est qu'on met la main sur le cœur pour dire je consacre en fait le cœur, donc par définition, par conséquent toute ma personne à la cause. Que Levi, ça se salue, mais cette fois-ci ce point sur le cœur d'Annecy, ça peut aussi être très très signifiant dans le sens que il y a eu énormément d'interprétations dessus. Je vois que X Kureno en a déjà partagé une. Et c'est vrai qu'elle est très touchante cette explication. Il y en a une aussi qui m'a vraiment fait tilter. Et ça va être en relation avec la toute dernière réplique du chapitre. C'est que en fait, en jurant, en disant Shinzo Sasageyo avec le point sur le cœur d'Annecy, il peut aussi vouloir dire je dédie ton cœur Annecy à la cause. Dans le sens, avec ce que tu vas faire, je vais prendre ce que tu vas faire, je vais prendre ton acte et je vais le porter à travers moi, il va m'aider à poursuivre. Et en fait, ça rejoint un peu ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle devient un souvenir, elle rejoint le rang des héros tombés, et elle devient un souvenir qui, dernière réplique de Levi, doit veiller sur eux, et dernière réplique d'Erwin, doit raconter une histoire. Nous allons écouter ton histoire, c'est dit dans quasiment toutes les répliques, et en fait ça veut vraiment dire qu'Annecy maintenant, ce n'est plus une personne incarnée, mais c'est un souvenir qui raconte une histoire, l'histoire de la cause du bataillon d'exploration. Et donc en fait voilà, justement quand il fait ce salut sur le cœur d'Annecy, il peut potentiellement lui dire ce que tu vas faire, ça je le garderai toujours avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, et ça retravaille justement l'opposition totale qu'il y a avec Frog, justement, qu'on disait que lui, il disparaît dans l'ombre, dans un endroit qui est piétiné. Enfin, il reste rien de Frog, personne ne se souviendra de lui. Même le lecteur ne se souvient pas de lui, pour le coup, parce qu'il est tellement pris par la mort d'Annecy que finalement, on n'en a rien à faire. Et comme tu dis, je trouve ça extrêmement intéressant parce que on l'a tous dit, c'est Annecy dans le chapitre, c'est elle qui incarne le bataillon d'exploration. Elle incarne les valeurs, elle incarne tout ce qui faisait que le bataillon d'exploration était tel qu'il était. Et en plus de ça, moi je continue à soutenir que le bataillon d'exploration, il incarne des valeurs positives qu'on lie à l'humanité.
C'est-à-dire que Aristote, il dit le désir de connaissance, c'est un truc qui est propre à l'homme. Ansis, c'est le personnage qui a toujours incarné. Alors, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ravine, il y a eu Armin. Ça, on va y revenir parce que c'est hyper intéressant. Mais elle a toujours incarné vraiment la quintessence pure des valeurs positives de l'humanité, c'est-à-dire l'altruisme. Et ça, tu l'as montré plusieurs fois en plus dans tes vidéos et dans tes posts sur le Discord. L'altruisme, le désir de connaissance et le désir de liberté, qui sont parmi les 3 choses fondamentales de l'humanité, en tout cas les 3 éléments positifs. Du coup, quand elle part en tant que souvenir, mais en tant qu'incarnation aussi, en tant que vraiment de personne qui aura symbolisé ça. Et si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui est en train de péter un plomb. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose? Bah, Oui. franchement, je crois que tout a été dit. Enfin, pas tout, mais je pense que déjà, Annecy, Anakin et Eren et Thomas Jax avaient Mm. pas mal éludé sur le sujet. Enfin, avaient pas mal disserté sur le sujet. Donc, pas grand-chose à se dire, si ce n'est que dans ce chapitre, du coup, Annecy va incarner l'idée qu'on se fait du bataillon d'exploration. Elle devient une idée. Elle devient, comme disait Annecy, elle quitte un peu le statut d'être humain à un moment donné. Et elle incarne donc un souvenir. Moi, j'aurais presque plus tendance à dire une idée, mais une idée qu'on se fait du bâtiment d'exploration, tout simplement. Bref, voilà, j'avais pas grand-chose à dire dessus. Hipstery, tu veux ajouter quelque chose, toi? Non, honnêtement, j'ai trouvé ça très bien, si ce n'est que, bon, après, peut-être juste te dire que le fait qu'elle devienne une histoire passe là, un côté aussi très méta. On l'a dit, on a dit à plusieurs reprises, on a parlé à plusieurs reprises d'aspect méta dans l'œuvre d'Isayama. Ça coupe un peu, Est-ce que... Hipstery. Ah, pardon. Je vais essayer de reprendre. Je disais, en fait, il y a eu plusieurs moments dans le live de ce soir où on a eu employé exprès parler de références métatextuelles dans l'œuvre d'Isayama. C'était juste pour en reparler là, réinsister là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas très souvent. On entend des gens parler de SNK. Ça coupe encore. Je suis désolé. Peut-être que c'est ton micro qui est pas assez proche. Je sais pas. Ouais, pourtant je l'ai pris à côté de faire au mieux. Vas-y. Oui, donc bref. Juste, je disais, côté méta, très important dans l'œuvre d'Isayama. Il n'y a pas assez de gens qui en parlent, donc pour en remettre. C'est vrai que vous l'avez très bien démontré, mais on l'a dit plusieurs fois dans ce live, mais voilà. Arrête, c'est une métonymie. Tais-toi! Je vais pas réveiller le chétan qui est en toi. Ah non, mais Métonymie, qu'est-ce que c'est? si t'emploies le mot magique d'Épanodyplose, je pète un câble. Alors moi, j'aimerais juste rajouter un terme désignant. Excuse-moi. J'aimerais juste rajouter un petit truc que je disais déjà dans ma review. Cette mort par le feu d'Annecy, ce que je disais, c'est qu'en fait, si on va un peu chercher dans l'histoire et la signification de son nom et de son prénom, en fait, on se dit a posteriori, en fait, ça pouvait finir que comme ça, que par le feu. Parce que ce que je disais, c'est que Zoé, qui veut dire vie, en fait, il y a 2 saintes Zoé. En fait, j'ai regardé, il y a 3 saintes Zoé principales dans le christianisme. Et en fait, il y en a 2 qui sont mortes par le feu. Il y en a une qui est carrément brûlée, qui est jetée soit dans un four, soit dans un bûcher, selon les versions, et qui est représentée comme sortant des flammes. Et il y a Sainte Zoé de Rome qui, elle, meurt étouffée par la fumée d'un feu qui est allumé au-dessus d'elle alors qu'elle est étouffée. Donc 2 morts qui sont liées au feu. Après, là, c'est vraiment de la surinterprétation, mais comme je disais, Annecy, c'est un nom qui est à la fois féminin et masculin, mais dans une certaine version, ça peut être pris comme une version féminine de Hans. Hans, ça veut dire Jean. On peut le traduire par Jean, en fait. Alors, je précise que l'étymologie, au départ, c'est Hipstery qui me l'a donné. Il travaille. Là, je l'ai sorti de la cave pour faire croire que, etc. Mais d'habitude, il est dans la cave en train de faire les recherches. Donc,
Du coup, Hansi, on peut le traduire par Jeanne ou Jeannette. Et ce que j'ai expliqué dans ma review, c'est que il y a un personnage historique qui s'appelle Jeanne, qui était papesse. Eren, tu fais du bruit, c'est très désagréable. Ouais. Voilà. Oh, Il y a le une... prof chiant. Ah ouais, mais ça faisait des trucs là dans les écouteurs, c'était violent. Donc, il y a un personnage qui est une légende historique qui est la papesse Jeanne, qui est une femme qui, pour suivre son amant, est allée faire des études de théologie. Elle est extrêmement brillante, elle est extrêmement érudite. Et en fait, son amant va crever, mais elle va continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'à Rome, où en fait, elle va impressionner tout le monde par son érudition, sa piété et sa bonté. Et elle va finir par être élue papesse, enfin pape, par le peuple romain. Et en fait, elle se cache, elle cache sa féminité, elle fait croire qu'elle est un homme. Mais en fait, elle est destituée selon la légende quand les gens se rendent compte que c'est une femme. Hansi, on n'a jamais su son genre, on n'a jamais su son passé, on n'a jamais su sa date de naissance, on ne sait pas quel âge elle a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ce parallèle entre elle et la papesse Jeanne, parce que déjà, elles incarnent à peu près les mêmes choses, en tout cas, elles ont les mêmes qualités, et en plus, il y a cette indistinction de genre qui est là. Et enfin, pour finir sur la mort par le feu, bon, je me répète un peu par rapport à mes reviews, c'est qu'il y a une autre Jeanne qui meurt par le feu, hein, c'est notre Jeanne d'Arc nationale, mais là, ça va un peu trop loin. Mais tout ça pour dire que cette mort-là, finalement, quand on y réfléchit, elle est inscrite, mais que derrière, il y a Zoé qui veut dire vie, et c'est sûrement le personnage qui a le plus incarné la vie et la vie humaine au sens positif. Et quand elle se sacrifie, ben, paradoxalement, ben, elle fait le choix de la vie, d'une vie humaine qui est digne. C'est-à-dire, je fais ça, j'incarne mes valeurs, je ne les laisse pas tomber. Voilà. Et j'ai pas autre chose à rajouter, sauf le fait que je trouve que les gens ont été très très durs avec elle durant très longtemps. Euh, par rapport à Erwin. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ombre d'Erwin qui a plané. D'ailleurs, c'était dit dans le manga, elle le verbalisait. Mais c'est rigolo parce qu'il y a eu le même truc chez les lecteurs où on n'a pas arrêté de comparer Hansi en train de dire Erwin il aurait fait ça, Erwin il aurait fait ça, Hansi elle est pas efficace, elle est pas efficace. Comme l'a dit Hansi, la nôtre, ben mine de rien, elle arrive alors que le bataillon d'exploration il est désuet. Le rôle du bataillon d'exploration, c'est libérer l'humanité des titans. Donc voilà, les gens ont été pas mal injustes, je trouve, dans les critiques. Et ça commence déjà à être très injuste envers Armin, pardon. Et j'y reviendrai quand on en parlera après, parce que je me demande si derrière les gens dans la tête des gens qui adulent un peu trop Erwin, je trouve, souvent il y a aussi une petite adulation de Eren et de son plan. Je me demande s'il n'y a pas un espèce d'idéal du chef, du leader en tout cas, qui est un peu idéalisé. Et ça me gêne un peu. Voilà, je sais plus où je vais, mais voilà. Il y a Antti qui voulait rajouter quelque chose. Vas-y. Il est là. Ouais, tu es là. Et Anakin, il voulait pas rajouter quelque chose? Vas-y, pardon. Vas-y, Anakin. Ouais, bon, d'accord. C'était juste pour revenir vite fait sur la planche. D'ailleurs. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose parce que j'ai comparé cette mort, la mort d'Anti, à la mort de Levi. Levi, à la mort d'Erwin, putain, je sais plus ce que je dis, mais à la mort d'Erwin, Levi a promis de tuer Sig. Et tout à l'heure, Anti, tu as parlé du salut sur le cœur de Levi et Anti. Et ça m'a fait penser, en fait, que peut-être, à ce moment-là, ça motive Levi à tuer Eren. C'est-à-dire que, bon, c'est déjà qu'Eren va trop loin. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, on a un peu une sorte, peut-être pas de promesse, parce que c'est pas dit de la même manière, mais qu'à travers les regards, à travers le donne ton cœur et à travers le contexte, etc., j'ai l'impression que cette fois, Levi, en plus de porter la volonté de tuer Sig, il porte aussi la volonté de tuer Eren, en plus de ce qu'on... Faut pas oublier non plus le début du manga où Levi avait dit si Eren va trop loin, je m'occupe de lui. Donc voilà,
C'était juste, ça m'a fait penser à ça. Je trouvais, enfin, j'avais trouvé un petit pareil. Ouais. Ok, ben Annecy, vas-y, rajoute ce que tu voulais nous dire. Je de ma pensée, c'était par rapport à ce que tu avais dit sur la comparaison entre Hansi et Erwin, et par rapport à ce que Xteri avait dit sur l'étymologie du prénom d'Hansi. Oui, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que Hansi et Erwin, ce sont deux majors très différents l'un de l'autre. Erwin, c'est un major qui s'épanouit en fait en temps de guerre. C'est vraiment la figure de guerre. Lui, quand il apparaît dans le manga, quand il opère dans le manga en tant que chef, c'est vraiment quand on est en train de se battre contre des ennemis surpuissants, face auxquels on ne peut a priori rien faire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le bataillon d'exploration est considéré comme une bande de marginales, parce qu'ils sont au-devant d'ennemis que tout le monde autrement pense invincibles. Et ça, justement, c'est assez similaire à la situation actuelle où justement tout le monde est en train de dire pour qu'est-ce qu'ils font, ils vont jamais réussir à vaincre Eren. Le bataillon d'exploration a toujours sauté au devant justement des ennemis apparemment invincibles. Donc ça, c'est assez cohérent. Erwin, en tant que chef de guerre, il s'est toujours épanoui. Il a laissé les commandes à Hansi à un moment donné où les ennemis aussi se sont devenus des humains. Je pense que à ce moment-là, on ne pouvait plus non plus avoir un chef de guerre comme Erwin. Et Hansi, elle aurait pu tout à fait faire l'affaire. C'est-à-dire qu'elle avait une vision jeune et dynamique, c'est-à-dire qu'elle avait une vision où justement euh, les, les faibles, en fait, ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision et ceux qui n'ont pas forcément pu acquérir la lucidité sur leur monde, euh, c'était eux ceux pour qui elle se battait. Dans le petit post que j'avais publié quand les spoilers sont sortis et qu'on a appris justement quand il était décédé, j'avais fait le rapprochement avec une citation de Camelot. Je sais pas si c'est des fans de Camelot, celle de César. Hipstery est... Alors là, voilà, là, je pense que là, t'en as chopé quelques-uns. Là. Ah oui, là, Bon, là, bah, pour le coup, tu régales. Ah, j'avais vu, j'avais trouvé ça super intéressant, je te laisse t'en occuper. Ah, bon, bah, écoute. Le livre aussi, la citation de César à Arthur à propos du chef. Le chef, c'est celui qui se bat pour la dignité des faibles. Ça, pour moi, celle-ci, c'est celle qui incarne aussi l'orientation que devait prendre la figure du major du bataillon d'exploration, que le major a toujours incarné en somme. Mais en même temps, avec Erwin, on avait aussi cette ambiguïté de sacrifier ses faibles pour les sauver, en fait. C'était vraiment quelque chose d'ambigu, et c'est aussi ça qui faisait qu'Erwin était une figure un peu monstrueuse au début du manga. Ainsi, elle est une autre figure de Major qui aurait pu s'épanouir dans ce monde où justement on était avec des humains, où c'était les interactions entre humains qui devaient compter. On le voit dans le chapitre 106, je crois, où justement elle arrive à créer des liens avec des marques. Et en fait, ce qui a pêché, c'est le fait qu'ils n'avaient pas le temps avec Willy le blond, là, je sais plus comment il s'appelait, qui a déclaré la guerre mondiale à Deldia. Ils n'ont pas eu le temps de construire ce qu'ils auraient pu construire et qui aurait pris du temps. Mais en tant que figure de Major, Antis aurait été quelqu'un qui aurait privilégié justement le dialogue, ce qu'on reproche à Armin, qui aurait privilégié aussi les points lucides, c'est-à-dire que elle va pas aller au devant d'inconnus toutes naïves, mais elle va pas non plus les condamner sous prétexte qu'ils sont inconnus. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi justement dans le chapitre 106 et 107. Et vraiment, c'est quelqu'un en fait qui va privilégier les individus en tant que ceux qu'ils ont choisi d'être. On voit jamais ainsi envoyer des soldats à la mort. Est-ce que, vous avez réalisé ça que depuis qu'elle est devenue major, il n'y a pas un seul soldat qui est mort sous ses ordres directs. Même l'assaut finalement à Lidario, ça a été pensé par Armin. Genre, pas. Limite courant. Comment? Au moins, t'es sûr que t'es corda dans ce que t'écris. Non, non, t'inquiète, ça a juste coupé légèrement, mais... Ah, ok, d'accord. Et en fait, voilà, Anti, c'est celle justement Pourquoi qui ne va pas pouvoir demander à quelqu'un de mourir parce que l'ordre, en fait, c'est la fin de la liberté. Anti, elle se bat pour que les personnes puissent faire des choix lucides, éclairés et
et qui ne sont pas finalement imposés par un pouvoir illégitime et ou alors déterminés par une propagande ou un lavage de cerveau. Et c'est ça aussi qui fait qu'elle est différente et en même temps qu'elle complète Erwin, c'est-à-dire que lui était le major qui s'épanouissait en temps de guerre, elle se serait épanouie en temps de paix justement en fait. Et ça va justement avec son nom, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Anti Zoé, et bon, comme l'a dit Steri tout à l'heure, Zoé qui veut dire vie, c'est vraiment, et Anti qui veut dire qui rend grâce à, donc c'est vraiment Anti qui met la vie au rang du sacré en fait, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la vie à partir du moment où la personne en face, elle n'a pas pu faire de choix éclairé. Quand elle dit je veux, enfin quand elle dit dans le chapitre 67, enfin faut pas tuer, enfin je sais plus comment c'était traduit en français, mais en tout cas, ça a fait beaucoup couler d'encre, notamment dans la fandom hispanophone, parce qu'il y avait une sous-traduction dans le sens que c'était on ne peut pas tuer des gens, alors que le texte original il dit qu'il ne peut pas tuer le monde entier comme ça. On avait beaucoup réagi dans le sens qu'il y en avait qui l'avaient traité d'hypocrite parce qu'elle était capable de tuer pour protéger Levi ou même qu'elle avait torturé un mec, mais à côté elle voulait pas laisser faire Eren et préférait condamner son île. En fait, ainsi elle veut pas tuer quelqu'un qui n'a jamais pu faire de choix. Elle ne veut pas tuer quelqu'un parce que cette personne s'est retrouvée dans une situation à un moment donné à cause de facteurs qui ne dépendaient pas de cette personne. Les pro-Jaeger, les hommes de Kenny, tous les membres des brigades spéciales, ils ont fait des choix. Par contre, les gens qui vont se faire piétiner par le génocide, ils en ont pas fait. Et ça, c'est quelque chose justement qui représente la liberté pour laquelle Anti se battait, c'est-à-dire qu'elle se battait pour que chacun puisse faire un choix indépendamment de la condition dans laquelle il est né. Une condition absurde. Et c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans le fait qu'on n'a aucune information sur son passé, c'est-à-dire que à partir du moment où elle n'a pas d'histoire en dehors du bataillon d'exploration, bisous docteur Patakès, à partir du moment où elle n'a pas d'histoire en dehors du bataillon d'exploration, il n'y a pas d'élément déclencheur dans son enfance qui aurait pu provoquer un traumatisme, au même titre par exemple Keren qui perd sa mère, Anti qui perd ses parents, Mikasa qui perd ses parents, Liva qui naît dans un bidonville. Elle est vraiment totalement libre et indépendante quand elle fait le choix de rejoindre le bataillon d'exploration. C'est ça que nous suggère l'absence de passé. Et c'est aussi ça en fait qui fait qu'Anti aurait vraiment été un major déterminant si on avait justement eu ce temps que les Tybers, je crois, n'ont pas accordé à l'île. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai juste un Alors, Ah, pardon. vas-y. J'avais juste un dernier petit truc à rajouter. C'est vraiment pas pour être méchant, mais je me rends compte en plus avec sa mort que je m'étais trompé un peu sur elle. Mais en fait, Angie, je trouvais pas qu'elle avait fait un bon major en fait, dans le sens où ben, après, c'est vrai qu'elle n'a pas eu la même chose à gérer que Erwin ou que même Kiss avant lui. Le truc, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Majax, elle a eu plus de la géopolitique à s'occuper, elle essaie de créer des relations avec les Mars, tout ça. Mais le fait qu'elle n'ait pas eu de soldats vraiment morts sous ses ordres, c'est parce qu'elle était plus dans cette optique de humain contre titan. En fait, elle était là plutôt à gérer des conflits, gérer la relation avec les autres, faire du relationnel. Et c'est ça un petit peu qui m'avait déçu en fait, parce que à partir de la fin de saison 3, le bataillon, on va en parler à la fin, hein, puisqu'on en a un qui devient le nouveau major, mais le truc c'est que elle devient le bataillon, mais elle devient major du bataillon, mais le bataillon il n'y en a plus, quoi. Il reste 5 personnes quoi dedans. Donc, mais c'est vrai que voilà, après finalement tout ce qu'elle a fait, ça m'a fait quand même revenir sur ma décision, mes idées. Et c'est vrai qu'au final, ça n'a pas été un mauvais major. C'est juste qu'elle a eu d'autres situations à gérer et d'autres, comment dire, d'autres situations à gérer. C'était pas la même que Erwin. C'était pas la même qu'Erwin, quoi. Je sais pas si j'ai bien réussi à exprimer ce que je voulais dire. Mais, Si, mais en fait, voilà, ce que disait Hansi, c'est qu'elle n'a pas eu les mêmes conditions d'exercice de sa fonction c'est ça. qu'Erwin, qui, ça a été très bien dit, il s'est pas mis en temps de guerre.
elle, contre les Titans, elle aurait été très 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 bien, mais là, il y a un tas de circonstances qui ont fait qu'elle n'a pas pu, elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle voulait. Et effectivement, et là, Annecy, je te rejoins totalement sur le fait qu'elle n'a pas eu le temps. Voilà. Après, si vous voulez approfondir, hein, je vous rappelle que Worldview Anime, ils ont fait une très bonne vidéo sur la comparaison de Armin. Donc, je vous conseille d'aller la voir hein, si vous voulez compléter en plus. Tu me redonneras le lien de la vidéo aussi, je la mettrai en description du live, du reupload du live. Merci. Alors, je voulais juste compléter avec ce que tu disais, Annecy, et je suis encore plus d'accord avec toi que ce que je disais dans ma review, c'est que Annecy, elle incarne des valeurs humanistes. Et que justement, l'idée que chacun puisse faire un libre choix indépendamment de sa condition, c'est ce qui est au cœur justement de la pensée humaniste. Et que, effectivement, que ce soit Sanès, que ce soit les Pro-Jaeger, etc., ce sont des gens qui ont fait des choix, eux. Mais le petit Halil et le petit Ramzi, eux, ils n'ont pas fait le choix d'être piétinés. Et c'est le cas pour à peu près 90% du continent qui subissent finalement des décisions prises par des dirigeants en sachant que des sujets ou des citoyens n'ont pas forcément une incidence très grande sur leurs dirigeants. Donc voilà, c'était très très bien de le rappeler. Je vous propose de faire justement la transition, parce qu'on a parlé d'humanisme, on a parlé du fait que le bataillon d'exploration, il a connu une période creuse, justement à cause des conditions, pour justement aller vers la fin de notre live, qui est la nomination d'Armin en tant que 15e major du bataillon d'exploration. Nomination qui a fait hurler pas mal de monde, partout. Pratiquement tout, il y a beaucoup de monde qui ont hurlé. Alors que pour moi, ça semble peut-être le meilleur choix que pouvait faire Annecy dans un certain sens. Mais c'était sûr. Oui, alors c'était sûr. Alors, est-ce que je peux je peux commencer du coup, ou il y a des gens qui veulent parler dessus? Non, vas-y, t'inquiète. En fait, juste surtout par rapport à Jean, que tout le monde prévoyait comme parce qu'on nous l'a vendu comme un leader, comme un chef. En fait, je me demande si deux choses. D'un côté, je pense que Rancy ne reconnaît pas en Jean la même vision, enfin cette proximité qu'elle a avec Armin, parce que pour moi, c'est une proximité de vision. Elle a choisi la personne qui représente le mieux sa vision du bataillon d'exploration, c'est-à-dire le désir de connaissance et le désir de liberté. Alors que Jean, lui, en termes de valeur, il n'a pas l'air sûr de lui. Même quand il a pris sa décision, il n'était pas sûr de lui. Il n'a pas l'air toujours sûr de lui. Donc je pense qu'elle a pris la décision qui, pour moi, elle a choisi la personne qui était la plus proche de ses valeurs, premièrement. Et deuxièmement, je me dis que si Jean, ça doit être un leader, ça ne doit pas être le leader du bataillon d'exploration, à la limite. Ça doit être le leader de quelque chose de beaucoup plus gros. Parce que le bataillon d'exploration, quoi qu'il arrive, il est voué à disparaître ou alors à devenir vraiment ce qu'il est au sens littéral, c'est-à-dire le bataillon d'exploration qui explore le monde. Parce que globalement, on imagine très bien que la fin, il y a possiblement la fin des Titans, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la manière dont ça se termine, qui se peut sûrement qu'il y ait la fin des Titans. Et du coup, ça va être quoi le rôle du bataillon d'exploration? C'est justement d'explorer ce monde, en fait. Et du coup, le combat contre les Titans, il est amené à disparaître, quoi qu'il arrive. Du coup, Armin, qui lui a pour construction principale ce désir de connaître le monde extérieur, finalement, il incarnerait au mieux l'esprit de ce que pourrait être le bataillon d'exploration une fois tout ça terminé. S'ils arrivent à survivre. Parce qu'il faut mettre un bémol quand même par rapport à ça. Voilà. Levi, c'était pas possible parce que c'est pas un chef. Il en a rien à faire. Levi, c'est comme l'a dit Antti, c'est la force absolue. C'est un absolu du point de vue de la force, mais c'est pas du tout un leader. Peak et Rainer, c'était exclu de base. Connie, c'est Connie, sérieux. J'aime bien Connie, mais quand même, voilà, tu le mets pas en tant que leader. Et Jean, en fait, c'était le seul autre candidat qui aurait pu être choisi. Et en fait, moi, je me demande si on se réserve pas un truc un peu plus gros pour Jean, s'il n'est pas amené plutôt. Parce que Jean, on le verrait très bien en leader pour restaurer le truc. En tant que. Alors, il y a des gens qui commencent à dire que Jean, il tendrait plutôt à
à basculer de l'autre côté finalement au dernier moment. J'ai un peu du mal à y croire parce que ça a toujours été le porte-parole d'Isayama depuis le début. Ça a été dit, ça a été redit. Isayama, il a dit que c'était son personnage préféré. Souvent, quand il fallait prendre un personnage qui soulève des questions morales ou qui se pose des questions sur la situation qui est en train de se passer, c'était Jean le porte-parole. Et du coup, moi, je me demande si Jean n'est pas amené à avoir un destin qui va au-delà du bataillon d'exploration. Voilà. Qui veut réagir par rapport à tout ça? Je veux bien. Vas-y. Bah, du coup, oui, les polémiques autour d'Armin, honnêtement, je les ai pas trop compris. Parce que pour moi, c'était vraiment le choix évident, outre Jean, évidemment. Mais pour moi, Armin a toujours été le choix évident, notamment pour ce qu'il représente actuellement. Euh, Parce que ça a toujours été un personnage bon. En fait, Armin, quelque part, c'est quelqu'un qui a toujours eu de la bonté pour autrui et pour représenter le futur. Et Hansi, forcément, elle, ce qui va plus la représenter, entre guillemets, c'est plus la bonté que pourrait avoir un Armin qu'un leader parfait, que pouvait être par exemple comme Erwin, par exemple. Donc je pense que tout simplement, Armin était finalement le bon choix, hein. Il n'y a pas beaucoup à épiloguer dessus. Enfin, en tout cas, c'était un choix tout à fait cohérent et logique dans la pensée, en tout cas, de Hansi, à ce moment donné. Et tout nous préparait d'ailleurs à cela depuis un petit moment déjà. Euh, entre entre, euh, entre Erwin qui passe le flambeau à Armin sur le côté stratégique, factuellement en parlant avec lui, etc. Et symboliquement ensuite, bah, du coup, en le sauvant la vie. Je pense que tout nous prépare à ça de toute manière à un moment donné. Donc j'ai du mal à comprendre la polémique qui est autour de ça, honnêtement. Donc voilà. Ok. Quelqu'un d'autre veut réagir? Et puis, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, c'est vrai. Il est toujours là? Il a disparu. Oh non. Je crois Il a, qu'on il a disparu. Non, désolé, problème de micro. Ah. Je suis là. Ok. Après, ça fait un moment qu'on m'a pas entendu parce que ce que vous disiez était tellement intéressant, j'avais pas besoin. Je voyais pas ce que je pouvais ajouter de plus. Euh, Alors sur cette question-là, je pense qu'en fait, enfin, ça va revenir un petit peu à ce qu'on a dit juste avant, mais à mon avis, la polémique qu'il y a autour sur cette question-là à propos de Armin, ça vient du fait que malheureusement, sur une partie, à mon avis, sur une partie du fandom, je dirais, il y a des gens qui restent coincés sur une vision un peu datée de ce que doit faire le bataillon d'exploration, qui reste bloqué sur une image de personnages qui simplement, alors même si là ils vont aller se battre concrètement, enfin, et encore, c'est même pas sûr, vu que, vu que beaucoup insistent sur le fait qu'ils veulent passer par le dialogue, mais il reste coincé dans cette image d'épinal du bataillon d'exploration, il reste effectivement toujours pris dans une certaine vision un peu fantasmée du personnage d'Erwin, euh, qui est, je pense, beaucoup plus ambigu que. On a tendance à en faire un héros, alors que c'est bien moins évident que ça, je pense. Euh, Beaucoup emploient le terme de charisme en disant que, en gros, Armin manquerait de charisme. Alors c'est vrai, hein, là on pourrait faire de la science politique ou de la sociologie à la Weber et Max Weber et penser que effectivement parmi les éléments d'un chef il y a le charisme qui va jouer, mais bien souvent en fait quand on lit dans le détail l'analyse de Weber, ben, on est toujours sur plutôt des chefs qui sont dans des contextes particuliers et c'est souvent effectivement plutôt des contextes de guerre ou ou de moments un peu de tension. C'est là que le charisme va jouer à plein. En période de calme, de paix, finalement, l'aspect charismatique va moins importer. Et donc, je pense qu'en fait, on a comme ça une partie des gens, enfin des gens, des lecteurs qui n'ont pas forcément saisi euh, l'évolution générale et qui restent bloqués sur une vision datée, en fait.
Et j'ai fait le tour. Ok. Euh, Annecy, tu veux y aller? Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Epstein, justement, c'est une vision très shonen en fait du leadership. C'est-à-dire que bon, bah, Erwin c'est celui qui fonce dans le tas en gueulant et en emmenant ses hommes. C'est peut-être aussi pour ça que c'est parce que c'est vraiment se rapproche le plus du manga type tel qu'il plaît en ce moment. C'est peut-être aussi pour ça qu'Erwin a autant plu. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on retrace l'histoire de la popularité d'Erwin dans le fandom, quand est-ce qu'il a commencé à vraiment plaire? C'est au moment où il a balancé la charge contre Reiner au moment de récupérer Eren et qu'il a perdu son bras en fait. Donc c'est aussi, je pense aussi que c'est une grande partie de la fandom qui vit l'attaque des titans comme un shonen classique et qui du coup ne voit pas tous les parallèles qui ont été construits entre Erwin et Armin. Et c'est pour ça aussi qu'Erwin, enfin, il est un peu brinque-ballé dans tous les sens dans le fandom, dans le sens qu'il y en a plein qui sont persuadés qu'il aurait soumis Eren. Alors que bah du coup, la vision finale du chapitre 132 nous confirme que non. Enfin, donc voilà. Donc oui, non. Et puis sinon, à propos de savoir si Armin était le bon choix pour être commandant, je pense que c'est le bon choix, bah, en même temps par défaut un petit peu, parce que dans le sens que il y a plus grand monde. Jean, il a été présenté comme un leader, mais pas comme un leader de génie. D'après les propos de Marco, il est bon parce qu'il arrive à se mettre à la place des faibles, parce qu'il a de l'empathie. Et en fait, c'est pas ça, c'est quelque chose qui va jouer dans une plus grande vision du monde. Mais je pense que quand il s'agit de mettre hors d'état de nuire un titan de, je sais pas combien il mesure, mais un titan aussi gros que celui d'Eren, et c'est les 330 000 qui le suivent, effectivement, Armin, par défaut, sera sans doute plus apte à jouer ce rôle. Et puis aussi ceux qui disent que Levi aurait pu jouer ce rôle, Levi c'est pas un chef, et c'est surtout aussi qu'il est blessé, donc il est potentiellement vulnérable, et ça aurait été totalement irresponsable de la part d'Annecy de nommer quelqu'un qui a une plus grande probabilité d'y laisser sa peau sur la champ de bataille. Ça aura fait que reporter le problème. Donc bon, voilà, je pense qu'en fait, les gens qui râlent, c'est une petite partie qui... Enfin, non, c'est pas une petite partie, c'est une grosse partie quand même, mais qui ne supporte pas de base Armin, et qui va trouver tous les arguments euh, possibles pour réussir à lui cracher dessus, notamment. Alors moi, pour ajouter à ce que tu dis, en fait, je me demande si il n'y a pas derrière, chez certaines personnes, un reproche par rapport au choix d'Armin, parce que Armin, il incarne pas le chef viril, finalement, du tout. Et d'ailleurs, c'était dit dans la review d'une certaine personne, où on est dit qu'un chef doit avoir des couilles, qu'il doit être charismatique, etc. Le bataillon d'exploration, à la base, c'est un bataillon militaire contre les titans. Quand les titans vont disparaître, c'est pas eux qu'on va confier la guerre contre d'autres humains ou gérer d'autres trucs. Pour moi, il est amené à explorer. Et en plus, la question du leadership et du charisme, oui, quand on a 500 personnes qu'il faut motiver, galvaniser pour aller faire des charges contre des titans, etc. Là, on a Armin, il a sous ses ordres 6, 7 personnes, à part Pic qu'il ne connaît pas, il connaît tous les autres. Enfin, pour moi, et pour l'instant, c'est plus quelque chose de symbolique, pour l'instant. Et je ne pense pas que le charisme ou le leadership soit la qualité principale qu'on cherche chez un chef dans ce petit groupe. Et j'ajouterais que, comme beaucoup l'ont dit, on s'est accroché à la vision d'Erwin. C'est dit, encore une fois, il y a un côté très méta finalement. Enfin, je ne sais pas si Isayama il en a conscience. Mais en fait, il fait planer l'ombre d'Erwin sur le personnage d'Armin dans le manga, mais aussi à l'extérieur du manga avec les lecteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a Eren, tu n'as pas réagi, et Anakin non plus. On vous attend. Eren en premier, vas-y. Oui, alors, du coup, j'ai fait un petit sondage pour demander au chat ce qu'ils en pensent. Bah, en fait, pour moi, c'était logique que, bon, pour toutes les raisons qu'on a énoncées, et surtout, bah, tu l'as dit dans ta review, mais moi, ça m'est venu aussi à l'esprit, il fallait justifier le choix de sauver Armin plutôt que de sauver Erwin. Je pense aussi à ce que tu as dit dans ta review, où tu as
Eren en pleurs qui dit que c'est pas lui qui sauvera l'humanité, c'est Armin. Avec le fait que Armin soit aussi dans toutes les versions de l'animé le narrateur. Donc Armin a une importance colossale, sans jeu de mots. Pour moi, c'était vraiment logique en fait que ce soit Armin parce que il fallait vraiment justifier ce choix. Et puis, même si Armin, je trouve que c'est plus le Armin que c'était depuis qu'il a le colossal, parce que pour moi, et ça n'engage que moi, il est quand même, je trouve, un petit peu influencé par les souvenirs de Berthold et par le passé de Berthold. Ce n'est plus le Armin qu'on a connu, il a j'appellerais ça une Eren dépendance. À partir du moment où il est plus avec Eren, que Eren n'est plus avec lui, il a du mal à avancer, il est complètement perdu, il est complètement au fond du trou. Donc oui, c'était le bon choix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient prendre la suite. Ça aurait été Jean, bah ça m'aurait aussi surpris parce que c'était le second choix. Mais Armin restait le choix le plus logique pour moi. J'en ai vu qu'on rageait sur le fait que ce soit pas Levi, mais Levi n'a jamais été dans l'optique de diriger. Levi, il a toujours dit que lui, il se contentait d'obéir. Il se contentait d'obéir surtout à Erwin. Donc voilà. Mais pour revenir sur ça, ouais, moi c'était logique en fait parce que bah, en fait il fallait vraiment justifier ce choix de pourquoi avoir sauvé Armin et pas Erwin. Et cette phrase que Eren dit, c'est pas moi qui sauvera l'humanité, c'est bien Armin. Alors, on est conscient qu'il dit pas ça dans un moment de faiblesse, en mode bah, je suis tout seul, je dis ça pour apitoyer les gens et pour qu'on sauve mon ami. Quand il dit ça, il est vraiment sincère en fait, à Armin quand il dit ça. Eren quand il dit ça. Bon, c'était il y a très très longtemps, même au niveau Alors des... c'était vers le chapitre 84, t'inquiète pas, j'ai dû le relire ce matin, hein, parce que voilà, j'ai repris un passage moi aussi et je me suis fait reprendre un peu sur une Maintenant, question c'est globale. vrai que Armin a toujours eu le charisme d'un leader, dans le sens où c'est lui qui a toujours trouvé plein de solutions. C'est lui qui a toujours trouvé, bah, c'est lui qui a permis à Eren de se faire sauver du canon de l'autre là de la garnison. Là, j'oublie son nom là, Volsman, là, je sais pas quoi là. Enfin, lui aussi, il était chelou. C'est lui qui a découvert l'identité du teint féminin. C'est lui qui stratégiquement a apporté beaucoup dans SNK en fait. Donc c'était logique. Armin, pour moi, dans tous les cas, Armin, il a un rôle important à jouer. Maintenant, est-ce qu'il va assurer en tant que major? J'en sais rien. Mais pareil, comme vous l'avez dit, c'est plus le major d'une centaine, de 200 personnes, de 300 personnes. C'est le major d'un tout petit groupe en fait. Et peut-être que c'est lui qui peut, avec le sacrifice d'Anji, qui peut redonner vie en fait un petit peu au bataillon, à l'esprit du bataillon, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'esprit de découverte, l'esprit de liberté, c'est ce qui a toujours aussi animé Armin, le fait de découvrir le monde, les terres de glace, les mers de feu, tout ça, c'est ce qui a toujours animé Armin en fait, c'est ce qui le galvanisait en fait. Comme dit Kenny, on a tous besoin d'une obsession pour vivre en fait. Et Armin, c'était ce fait de découvrir le monde extérieur comme il était vraiment. Alors, c'est vrai qu'on on a un Eren qui était déçu que. Alors, juste une parenthèse sur ça, qui était déçu de, de trouver du monde à l'extérieur, mais je dis juste ça, après je pars pas dans le débat, mais je pense qu'il était plus déçu de tomber sur des gens qui voulaient anéantir son peuple que plutôt d'être déçu d'être les seuls humains encore en vie derrière les murs. Je pense que c'est plus ça. Mais oui, Armin, pour moi, voilà, c'est ce choix-là, en fait, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui, en fait. Et pour moi, ça sera sûrement le dernier major. Parce que le bataillon est voué à disparaître, malheureusement. Et même à mes yeux, le bataillon est déjà un peu parti. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce qu'a fait Angie de son acte héroïque, elle a essayé de raviver la flamme
du bataillon, et espérons qu'elle a passé le flambeau avec cette flamme allumée à Armin, et espérons que, désolé du terme, mais que Armin commence à porter ses couilles et qu'il arrête son RN dépendance, et qu'il soit il arrive à lui parler, soit il arrive à le stopper, soit il arrive à faire quelque chose. C'est pareil, je pense que le seul qui peut vraiment faire quelque chose contre Eren, c'est pas Levi, c'est pas Jean, c'est pas les autres, même pas Mikasa, parce que voilà, c'est Armin. Le seul qui peut raisonner vraiment Eren, je pense que c'est Armin. Parce que il a déjà prouvé dans le passé, il a déjà fait flancher plusieurs fois. Et je pense que c'est la personne qui peut être déterminante. Donc, est-ce que ça sera un bon major? Voilà, moi je pense que ce choix était logique, ce choix devait arriver. On attendait une justification de la part d'Isayama d'avoir sauvé Armin et pas Erwin. Je pense qu'on l'a parce qu'en fait il était prédestiné déjà à être le futur major. Il était passé major entre guillemets stratégique, et maintenant il est passé major de manière officielle, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je voulais juste ajouter, parce que tu m'y fais penser, en fait, par rapport, ça j'avais oublié de le dire à l'époque, et après Anakin, je te donne la parole. Eren qui découvre et qui pleure parce qu'il est dégoûté de voir qu'il y a des gens à l'extérieur. J'ai parlé tout à l'heure d'une conception puérile de la liberté. Il y a aussi un peu quelque chose de puéril dans le sens où ah bah non, mais il y a moi je voulais explorer le monde extérieur, mais il y a déjà des gens, ils m'ont piqué mes jouets. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que penser qu'il allait explorer, voir plein de trucs, et en fait non, bah il y a déjà des gens, et voilà, et ça le fait chier, clairement. Voilà. Je sais pas. Alors, c'est dit quand même, il le dit texto, il le verbalise. Hein. Je suis déçu qu'il y ait des gens. Moi, je voulais explorer le monde. Moi, je voulais voir ce qu'il y avait derrière les murs. Et il y a des gens. Et en plus, ils m'aiment pas. Non, mais après, t'es pas obligé parce que t'aimes pas Eren, et moi, je suis pas obligé parce que J'ai j'aime pas dit que j'aimais Eren. pas. Non, je suis pas. Je n'aime. C'est pas que j'aime pas Eren. C'est pas le problème. C'est un personnage qui est extrêmement bien, bien écrit. Mais moi, d'ailleurs, il y a toute une réflexion par rapport à l'enfance. On le voit enfant, et pour moi, ça appuie ce truc de la. Finalement, c'est un puère, au sens latin du terme. C'est pas un adulte, finalement. C'est un gamin. Il est resté dans une vision d'absolu qui est très infantile, pour le coup, pour moi. Ça se discute, mais On en parlera dans un autre live. On va donner la fin. Ça peut être Ouais, parce que ça va pas être long, mais je pense que ça, on peut se le garder pour la fin. Tiens, Anakin, plutôt que d'inventer des titres, vas-y, c'est à toi. Alors, oui, juste, je voulais